unserem nächsten Talk, Energiespeicher von heute für die Energie von morgen mit Sebastian Pischel. Ich mache es kurz, erneuerbare Energien sind der heiße Scheiß. Les énergies renouvelables sont tendance. Donc, Sébastien Küchel va vous expliquer un peu plus là-dessus. Il est venu à son premier congrès il y a 10 ans et il voulait collecter plein d'informations sur les piles et les batteries. Et son sujet principal sont les batteries. Donc merci à Sébastien. Oui, bienvenue à tous, c'est très plein, je m'y attendais pas. Donc, oui, le stockage d'énergie d'aujourd'hui. Sur ma timeline Twitter, j'ai régulièrement des articles sur qu'est-ce qui est mieux, les voitures avec des batteries ou les voitures avec des piles à combustible ou les deux. Et on voit que beaucoup de gens racontent des choses qui ne sont pas fondées. Donc, les deux technologies ne peuvent pas vraiment être comparées. J'aimerais bien, comme image, vous montrer que si vous prenez un pingouin et vous le mettez dans le désert, il n'est pas très en forme. Si vous prenez un chameau, le chameau est beaucoup plus rapide. Si vous mettez les deux dans la mer, le pingouin est beaucoup plus en forme. Et si on regarde un peu plus en détail, je pensais justement vous présenter un peu, vous raconter un peu là-dessus. Donc, j'ai étudié la chimie. J'ai commencé avec la chimie organique et la biochimie. Et avec le temps, je me suis rendu compte que la pratique en laboratoire, c'était pas trop mon truc. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur les technologies des piles à combustible. Et j'ai travaillé avec un institut qui se concentre sur la construction de piles ou de batteries et les monter directement sur des platines. Donc avoir une batterie intégrée à la platine directement et pas soudée à l'extérieur. Donc j'ai fait mon diplôme à Berlin. Donc ici on a la TU Berlin et le H7B a deux autres centres qu'on voit ici à Berlin et on a deux gros appareils sur les sites. D'abord on a un réacteur à combustion qui va être décommissionné d'ici quelques années. Et sur l'autre site, on a le BC2 dans lequel on fait énormément d'analyse de matériaux et d'énergie solaire, de panneaux solaires et on regarde les propriétés des matériaux qui sont utilisés pour la structure des panneaux solaires. Donc, en premier, pour le stockage de l'énergie, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un matériau et on a besoin de place. L'utilisation, la surface utilisée, ici, est représentée sur l'axe Y. On voit l'énergie en watts par kilo. Et sur l'axe X, on voit l'énergie en watts par kilogramme, l'énergie délivrée. Donc, on voit par exemple les piles, les petits capacitateurs qui sont plutôt petits et on voit les capacitateurs
capteurs métal oxyde, ce qu'on appelle les supercaps, qui sont souvent utilisés dans le contexte de mobilité électrique. Donc, on a un stockage d'énergie qui est physique et non chimique. Ce qui m'intéresse principalement, ce sont les batteries, donc les piles et les batteries qu'on voit là-haut, et la partie pile à combustible à hydrogène. Et donc, je voudrais vous montrer un diagramme. Ah, je vois que j'ai oublié la dénomination de l'axe X. Ici, on voit le contenu d'énergie par rapport au volume utilisé par l'appareil de stockage. Donc, l'axe Y, c'est le volume. Ou bien, oui, important. J'ai appris ça dans mes études. Il faut toujours mettre un nom sur les axes, sinon il vous arrive ce qui est en train de m'arriver. L'axe des Y, c'est le volume. On voit ici le méthane, l'hydrogène. Donc pour un grand volume, il y a peu d'énergie. Plus les Y montent, on voit par exemple le LPG, ou par exemple l'hydrogène liquide ou l'hydrogène sous pression. Il y a aussi les carburants habituels, le diesel, l'essence, l'éthanol et le méthanol. L'aluminium qui peut aussi être brûlé potentiellement. Qui a déjà tenu un extincteur avec marqué ABC? Bon, presque tout le monde. Qui en a tenu un avec classe D? Ouais, une petite quinzaine. Les classes D sont particulièrement appropriées pour éteindre des feux de métaux parce que il y a énormément d'énergie à l'intérieur. On voit ici. Alors attendez, je vais essayer de m'en sortir avec la souris. Non, malheureusement pas. En bas à gauche, on voit les accus similaires aux batteries de voiture. Ils sont très lourds. Ensuite, il y a les batteries au nickel, c'est ce qu'il y a dans les télécommandes, ou par exemple le badge bien connu qui clignote du CCC. Et je vais parler un petit peu des batteries au lithium, parce que celles-ci sont très répandues. Qui d'entre vous a déjà tenu un appareil avec une batterie au lithium? Ouais. 2, 3, 5, 20. Bon, effectivement, il y en a de moins en moins, mais tous, évidemment. Cette technologie est très répandue. Qu'est-ce que ça veut dire des ions au lithium? Le lithium est un métal alcalin. C'est le troisième élément. 3 électrons. Quand on retire un électron d'un atome, on parle d'un ion. C'est un ion positif. Ici, cet atome est présent dans les batteries. Voici les 3 messieurs qui ont reçu le prix Nobel de chimie cette année. Monsieur John B. Goodenough. On se demande si ses parents ont à dessein ajouté ce B à son nom. Ensuite, Monsieur Stanley Whittingham,
das Nobelpreiskomitee hat ganz schöne öffentlich verfügbare Dokumentationen bereitgestellt, an denen zum Beispiel ich jetzt mal grob erklären möchte, was da innen drin passiert. Il y a le troisième, Monsieur Akira, et maintenant je voudrais bien expliquer ce qui est présent dans les documents du prix Nobel qui ont été introduits pour l'obtention de ce prix. Voici la batterie de Whittingham. Qui a eu de la chimie à l'école? Chimie avancée? Ah, il y en a beaucoup moins. Hein. Qui a déjà lancé un morceau de sodium dans l'eau? Ah, voilà, il y en a beaucoup plus. Ça brûle et ça explose. De nombreux métaux alcalins sont très réactifs dans l'eau. Et c'est un des problèmes lorsqu'on met un de ces métaux alcalins dans un bloc très dense. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les ouvrir parce que l'humidité présente dans l'air suffit à provoquer une réaction explosive. Revenons à notre batterie. Dans un anode, il y a le lithium qui auquel on retire l'électron. Quand elle se charge, l'électron va à l'autre côté. Et dans cette batterie, il y a du titane. Tout le monde connaît le dioxyde de titane. C'est un pigment très répandu. Ici, il y a un analogon de sodium. Là, on parle bien d'une petite batterie de 1,5 volts. Le problème, c'est que cette batterie se détériore avec le temps. La deuxième itération, c'est celle avec un oxyde de cobalt. Cette batterie ne se détériore pas après 2 ou 3 chargements. Du côté anode, il n'y a plus du lithium, mais l'innovation principale, ou plutôt l'innovation suivante, la batterie de Yoshino, il s'est dit, prenons du graphite, qui a une structure bien particulière, en couches, et entre les différentes couches, il y a de la place. Et là, on met un ion de lithium. C'est presque le plus petit atome du tableau périodique, et il prend donc très peu de place. On met donc du coke. C'est pas le coke que vous sniffez, mais celui qu'on brûle. Et donc on a ce bloc de métal très réactif. Et ça, cela s'est développé en les batteries qui sont présentes dans tous nos gadgets électroniques. La question qu'il faut se poser, c'est d'où viennent ces matériaux. L'oxyde de cobalt est au centre de l'attention parce que il vient des mines de coltan en Centrafrique. Le coltan est un alliage de tantanite et colbalite. Et ceux-ci sont présents principalement en Centrafrique. Le tantalite, comme le dit son nom, vient du tantal, et ensemble, ceux-ci créent du cobalt.
on trouve ces matériaux souvent au même endroit et ensemble. Donc, ensuite, on a le lithium qui vient principalement d'Amérique du Sud et de Chine. Donc, le problème de l'anode en graphite, c'est que pour pouvoir avoir une cellule solide, c'est qu'il faut du graphite de très bonne qualité et le principal fabricant est chinois. Donc, si on commence à faire une guerre commerciale avec la Chine, ils peuvent nous empêcher de nous procurer ce graphite et du coup, on ne pourra plus produire de piles. On peut écouter un peu plus là-dessus sur Méthodiquement Incorrect en podcast. J'écoute beaucoup de podcasts. Et potentiellement, on a plusieurs podcasts avec beaucoup d'informations sur ce sujet. Je trouve celui-ci très intéressant et on peut vraiment apprendre beaucoup de choses. Ensuite, ce qui est encore fait partie d'une batterie, c'est l'électrolyte. C'est le liquide entre les électrodes. Donc les ions lithium doivent être conservés encore à l'intérieur de la pile. Donc on ne peut pas juste laisser les électrons passer d'un côté à l'autre. Pour ça, il nous faut des électrolytes. Et ces carbonates spécifiques ont les propriétés qui leur permettent d'être ultra polarisants et qui ne sont pas acides chimiquement. On a des composés chimiques qui, des atomes d'hydrogène qui peuvent poser problème parce que si vous prenez un métal alcalin avec de l'eau, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut poser des problèmes d'explosion par exemple. Donc, on a les carbonates qui sont faciles à mettre en place et qui sont faciles à stocker. Et c'est pour ça que sur les piles, on a souvent sur les notices d'utilisation un mode d'emploi qui nous dit de ne pas ouvrir et de ne pas découper pour éviter au liquide de sortir. Dans le pire des cas, ça peut chauffer énormément et on peut avoir une flamme de couleur. Par exemple, ici, qui d'entre vous a déjà découpé une pile comme ça pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur? Ah, pas tant que ça, peut-être une vingtaine. Moi, j'ai déjà énormément démonté de piles et de batteries de téléphone ou d'ordinateur. Donc, on a une platine à l'intérieur qui permet de gérer la tension et la répartition énergétique sur la batterie. Parce que si on a trop d'énergie distribuée au niveau de la pile, on a des métaux, des structures métalliques longues qu'on appelle ici des whiskers, qui risquent de se produire entre les deux éléments de la batterie et ça peut créer une explosion de piles comme ce qu'on a entendu avec ces appareils par exemple. Quelqu'un d'entre vous a déjà eu un de ces Samsung Galaxy Note 7? Ah, je vois une main levée. Donc c'est ce qui s'est produit avec cet appareil il y a 1 an et demi à 2 ans. Il y a eu énormément d'informations sur le fait que ces appareils commençaient à brûler, des fois dans la poche des utilisateurs. Oui, plutôt bête. Ce que j'ai la conclusion que j'ai pu en tirer en regardant la batterie de ces appareils, c'est on voit en haut à gauche, on voit les couches d'électrons et on voit que dans le dimensionnement de la pile, de la batterie,
le séparateur a été construit de manière un peu trop petite. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans la poche ou en chauffant, un de ces séparateurs se pliait et en chargeant l'appareil a chauffé. Ensuite, le court-circuit s'est produit et on voit le résultat sur l'image de droite. Donc, pas terrible. Et ça, c'est le problème de sécuriser les appareils de stockage d'énergie. La lumière joue un rôle. C'est pour ça que les batteries à lithium-ion sont aussi répandues, parce qu'elles elles délivrent plus de puissance. Ce qui est en train d'être étudié encore, c'est d'autres matériaux pour les électrodes, pour essayer de supprimer la dépendance au cobalt. Le dioxyde de cobalt fonctionne très bien. Il y a des annonces comme celle de Tesla qui fait beaucoup de recherches. Le nickel est un matériau qui ressemble beaucoup au cobalt, qui est juste à côté dans le tableau périodique des éléments, et on peut utiliser le nickel pour réduire l'utilisation de cobalt. Le nickel a aussi des problèmes. Certains le savent, le nickel peut produire des allergies en cas de contact. Donc, c'est pas super non plus, mais il faut vraiment savoir comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes et quels sont les problèmes de manière consciente. Le dioxyde de cobalt peut être remplacé par du silicium. On peut, comme sur les composants microélectroniques, utiliser du silicium pour créer les électrodes des batteries. Et c'est une structure dans laquelle les ions de lithium peuvent bien se ranger. Le problème, c'est que ça fonctionne 2-3 fois, mais vu que le silicium prend le lithium comme un métal étranger, on a une modification de la structure physique et on a le métal qui s'étend et qui crée des fissures et qui s'effrite, et du coup la pile ne fonctionne plus assez rapidement. Donc on a une recherche qui se fait pour essayer de contrôler l'expansion du silicium pour l'utiliser dans les batteries modernes. Donc on a des recherches et il faut vraiment essayer de réduire notre dépendance au cobalt. Pareil pour les électrolytes, les ions métalliques. Il y a une drôle d'anecdote, Monsieur Goodenough, dans les années 80. Pendant le début de son étude, a utilisé le sodium comme métal qui prend le rôle de ce va-et-vient d'électrons. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a par exemple des batteries de sulfite de sodium, mais qui ont besoin d'énormément de chaleur pour fonctionner. C'est pratique, par exemple, pour les camions ou en gros des grosses machines qui chauffent, mais pour un usage quotidien, par exemple une voiture, ça n'a aucune utilité. Mais il existe quelque chose d'assez similaire, et le sodium existe, est assez répandu. Il y en a dans les océans, il y en a vraiment partout. Et du coup, c'est assez avantageux parce qu'on n'a pas besoin d'aller le chercher dans des pays où le régime politique est assez pose question. L'hydrogène n'est pas non plus très approprié parce qu'il a un comportement assez spécial.
Qui connaît ces cartouches de camping-gaz? Ouais, à peu près 80-90%. Qui a déjà ouvert le bec et a débranché le tuyau sans faire exprès et qui a déjà approché un briquet? Alors, effectivement, si on se débrouille mal et qu'il y a le gaz qui sort beaucoup, qui sort de manière rapide, eh bien ça devient très froid. C'est parce que le gaz est très comprimé. Lorsque un gaz sous pression sort de manière assez rapide, eh bien il se refroidit, il devient très froid. Et malheureusement, c'est ce qui arrive lorsqu'on a un gros réservoir d'hydrogène. C'est un des points, c'est une des faiblesses notamment dans l'exploration spatiale, puisque les réservoirs des fusées marchent à l'hydrogène et il faut faire très attention à éviter les fuites. Da sieht man vor allen Dingen, wenn man die Temperaturachse sich oben anguckt. Lorsque vous regardez l'axe des X tout en haut, il y a moins 240. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir d'hydrogène liquide au-dessus de cette température. Si on le chauffe, il est toujours sous pression, il est toujours très comprimé, mais il n'est plus liquide. Et si on augmente et qu'on arrive dans la zone à noter 2, eh bien on voit à quelle pression, on voit la température en fonction de la pression. Alors en général, dans les camping-gaz, le gaz est comprimé à environ 200 bars. La zone 3 est la zone critique. Cela veut dire que c'est la zone au-dessus de laquelle le rapport entre liquide et gazeux n'est plus définissable. Ça veut dire que ce n'est pas tout à fait liquide, ce n'est pas non plus gazeux, c'est quelque chose entre les deux, mais pour cela il faut des températures vraiment très basses. C'est notamment un des arguments qui joue contre les réservoirs à hydrogène, c'est qu'il faut refroidir le gaz tellement, il faut tellement le refroidir, et ça demande une quantité d'énergie folle. Et donc s'il y a un défaut dans le réservoir, ça peut provoquer des problèmes énormes. Et c'est très dangereux. Ça veut aussi dire qu'il faut se poser la question, où peut-on utiliser l'hydrogène? Ma réponse est la suivante. Là où on sait qu'on a besoin de beaucoup d'énergie en très peu de temps, le problème, c'est que si j'ai une voiture à l'hydrogène, eh bien, je vais devoir aller à une station où on peut remplir ma voiture en hydrogène et ça va durer 20 minutes, alors que si je vais à une pompe à essence, ça ne m'en prend que 5. Donc à grande échelle, vu que le parc automobile est très grand, à grande échelle, eh bien, c'est absolument inutilisable. Éventuellement, on peut s'en servir pour les bateaux, les avions, les bus, parce qu'ils sont ravitaillés à des endroits bien définis et ceux-ci ne sont pas très nombreux. Ce sont aussi des endroits où on peut avoir une main-d'œuvre spécialisée qui travaille en tout respect des normes de sécurité. À grande échelle, je ne suis pas vraiment sûr que ça soit possible. C'est trop cher, il faut trop d'énergie,
c'est dangereux. Donc, il faut regarder la possibilité et la pertinence de l'utilisation de l'hydrogène. Et là, je pense que elles ne sont pas réunies. La batterie, une batterie, c'est plus facile à transporter